Mesdames et messieurs, bonjour à ce nouvel épisode de Mario Explore, le 7e épisode déjà. On a vu dans les derniers épisodes la naissance des hydrocarbures, la naissance des différentes formes d'énergie aussi. On a discuté de ça. Je pense que maintenant on a une compréhension. Qu'est-ce que c'est qu'on fait avec ces énergies-là? Le pétrole puis le gaz qu'on voit, les gens savent qu'est-ce qu'une station-service. Ça vient d'où le produit? Puis surtout, où on s'en va avec ça? Parce que dans les médias en général, on entend beaucoup de choses qui peuvent être négatives ou positives par rapport à ça. On entend qu'on est en transition énergétique, qu'ils démonisent beaucoup au niveau public les hydrocarbures. Aujourd'hui, on a un spécialiste qui vient de l'Association canadienne des carburants qui va nous aider à démystifier ça. Monsieur Montreuil, bonjour. Bonjour Mario. Je me cacherai pas, on se connaît déjà, on s'est rencontrés à l'occasion dans les différentes conventions. Vous êtes quelqu'un que j'ai tout le temps suivi et très apprécié aussi quand vous faites des conférences. Je pense que c'est tout le temps intéressant. Puis je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses aujourd'hui sur la réalité et non pas le monde fantaisiste où on pense vivre présentement. Carole, pouvez-vous me dire d'où vous venez puis qu'est-ce qui vous a apporté dans ce domaine-là? Ouais, ben en fait, les gens sont surpris quand je leur parle de mon background d'ingénieur, parce que les gens pensent que je suis quelqu'un de relations gouvernementales, relations publiques, mais à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, génie mécanique au bac, génie chimique à la maîtrise, ce qui est quelque chose d'assez rare, là, d'avoir les deux aspects. Et après, une carrière où j'ai grandi chez Shell, donc la grande compagnie Shell, et je pense que ça m'a très bien préparé au travail que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de m'occuper des gouvernements, de m'occuper des médias au niveau de l'industrie au grand complet. Mais à la base, je suis quelqu'un qui a grandi dans l'univers de Shell. D'abord du côté du raffinage, donc j'ai une expertise technique au niveau du raffinage qui est assez poussée. Par la suite, à Calgary, j'ai été plus dans le côté corporatif, on pourrait dire, pour Shell toujours, là. Et donc, je connais un peu l'environnement des sièges sociaux également pour avoir vécu à Calgary. Finalement, pour m'amener dans le domaine des relations gouvernementales, relations médias, où je suis aujourd'hui déjà depuis plus de 20 ans. Vous voyez, là, ça, c'est un parcours qui est très important parce que souvent, on entend des gens, des commentateurs qui ont étudié les sciences molles, que j'appelle. Vous êtes une personne qui a étudié la technique et qui va comprendre, puis qui ensuite a migré. Puis, ça, je trouve ça intéressant pour les jeunes qui écoutent le podcast parce qu'on sait qu'on a une audience de jeunes aussi qui nous écoutent, qui peuvent voir ce cheminement-là, comment c'est important d'aller chercher la technique quand tu vas dans un domaine, mais qui ne t'empêche pas de migrer vers d'autres cieux plus tard dans la carrière. Ouais, vous soulevez un bon point. Vous soulevez un excellent point. C'est tout à fait le cas. Et la formation technique nous amène cette base-là pour mieux se préparer à faire face à peu près à tous les défis qu'on aura à faire face qui touchent notre industrie. Tout à fait, parce que puis j'ai souvent dit ça, moi, aux gens, j'ai pas appris, puis j'ai été sur le forage beaucoup. Moi, j'ai pas appris ça dans les livres. Quand que je parle du forage, c'est des choses que j'ai faites sur le terrain. Il y a pas de meilleure école que ça. Quand vous parlez du raffinage, ben, vous connaissez ça parfaitement parce que vous l'avez fait. C'est c'est une chose qui est très importante sur la crédibilité, mais aussi sur la compréhension de qu'est-ce qui peut être fait et non fait dans la réalité de la vie de tous les jours. Exactement. Et puis en fait, ce que j'aime dire, c'est que dans toute industrie, il y a beaucoup de facettes. Et des fois, on se limite à une seule facette. J'ai eu la chance de grandir dans le raffinage, ensuite gérer un grand réseau de stations-service pour le Grand Montréal dans le cas de Shell. Donc, le côté marketing, on peut dire, avant d'aller du côté corporatif. Donc, tout ce que je n'ai pas fait dans l'industrie, c'est l'exploration, comme vous, Mario. Par contre, évidemment, donc j'ai côtoyé les gens du côté exploration. Donc, dans la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, j'ai couvert beaucoup d'angles qui m'ont préparé pour le travail que je fais maintenant. Oui, puis dans une industrie qui est importante, qui est à la base aussi de l'économie, l'économie de l'Ouest, c'est vraiment la base. Puis avec une compagnie comme Shell aussi, vous avez été à bonne école. C'est une des majeures au niveau mondial que les gens connaissent et reconnaissent. Puis c'est une des compagnies qui s'est développée vraiment sur un aspect immense. Tout ça pour vous mener à l'Association canadienne des carburants.
Pouvez-vous expliquer pour la population en général c'est quoi? Parce que c'est pas une association qu'on voit souvent dans les médias, mais c'est une des associations qui a le plus d'importance au niveau économique, à mon point de vue. Ben, en fait, les gens oublient que l'industrie pétrolière, c'est pas un monolithe, là, c'est pas une organisation. L'industrie pétrolière, c'est vraiment trois industries ou trois secteurs qui sont très différents, même si ça fait partie de la même industrie. Les gens vont dire, ah, l'industrie pétrolière. Mais on oublie que là-dedans, il y a l'exploration, il y a le raffinage et il y a la distribution, marketing. Donc, les trois secteurs ont des réalités très différentes, même si on aime dire l'industrie pétrolière. Ces trois secteurs très différents. Donc, l'industrie que je représente avec l'Association canadienne des carburants, c'est celle du raffinage jusqu'à la pompe. Alors que mes collègues, principalement dans l'ouest du pays, malgré que on en a dans l'Atlantique également, du côté exploration, ont leur propre association, qu'on appelle l'Association canadienne des producteurs, alors que nous, c'est l'Association canadienne des produits. Donc, deux organisations, nous sommes des associations sœurs. Sur certains dossiers, nous travaillons ensemble, mais celle que je représente, c'est vraiment de la station-service jusqu'à la raffinerie ou vice-versa, de la raffinerie jusqu'à la station-service. Ça fait que c'est elle qui touche les gens. Le monsieur de tout le monde, c'est votre association qui va livrer le produit à leur voiture ou à leur camion. Oui, d'abord qu'ils vont fabriquer ces produits-là. Donc, le secteur un peu nébuleux que les gens entendent parler, l'usine, une raffinerie, c'est quoi? Avec tous les produits que l'on fait, avec les 15-16 raffineries que l'on a au Canada, ce sont des usines immenses, on le sait. On en a déjà eu beaucoup au Québec, il en reste que 2. Oui. Ce sont des usines immenses qui s'assurent de la sécurité énergétique du pays, qui sont des usines et un secteur de l'industrie qui a une valeur ajoutée au niveau fabrication. Quand on parle de manufacturing, fabrication, ces usines-là, dans les milieux où elles sont installées, amènent un apport économique extrêmement important. Et par la suite, une fois que les produits sont fabriqués, les amener à bon port, les amener aux consommateurs dans ce qu'on connaît plus, les stations-service. Excellent. Carole, pouvez-vous me parler un petit peu plus, parce que vous avez touché à ce secteur-là, au niveau du raffinage, pour monsieur, madame, tout le monde, quand vous recevez votre 42 gallons de pétrole, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que vous allez extraire de ce pétrole-là? Parce qu'on sait du pétrole brut, c'est pas ça qu'on brûle dans les voitures. Avant qu'on soit rendu à station-service, il y a un paquet de procédés, mais il y a un paquet de produits aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime tout le temps, que les gens comprennent vraiment dans ton baril, qu'est-ce qu'il y a, puis comment tu raffines ça. Ouais. Puis en fait, c'est important, comme vous le dites, l'industrie du raffinage, le but, évidemment, de prendre une matière première qu'on appelle le pétrole brut. On le sait, on en produit au Canada. Le Canada est une puissance mondiale dans la production de pétrole brut. C'est la matière première. Et dans ces barils-là, il y a, selon le type de pétrole, selon que c'est un pétrole de l'Arabie ou du Canada ou des États-Unis ou de la Russie, chaque baril brut de pétrole n'a pas les mêmes quantités de produits. Donc, on le sait, les produits surtout recherchés, c'est l'essence, le diesel pour les camions, le carburant pour les avions. Ce sont les produits à valeur ajoutée. Mais il ne faut pas oublier que dans un baril, il y a ce qu'on appelle le fond du baril, qui va servir, par exemple, à faire de l'asphalte, qui est un produit important, on le sait. Nos routes ont besoin d'asphalte. Ou en haut du baril, dans les fractions les plus légères, on aura des gaz. Donc, que ce soit le propane, que ce soit le butane, que ce soit à la limite de l'éthylène ou le gaz naturel. Donc, ce baril-là contient tous ces produits-là. Et le but de la raffinerie, c'est de tenter de jumeler la demande des consommateurs avec ce qui est contenu dans le baril. Donc, un paquet de casseroles, puis un paquet de bouilloires qu'on trouve dans une raffinerie pour chauffer, essentiellement pour distiller, qui est le bon terme, tenter d'extraire dans son baril-là le plus possible des composantes recherchées, principalement l'essence et le diesel, tenter de faire le moins possible des produits à moindre valeur ajoutée. Et c'est l'objectif d'une raffinerie qui est au bas mot. Une raffinerie aujourd'hui, c'est à la pièce, c'est probablement 10 milliards de dollars construire une raffinerie aujourd'hui. Donc, ce sont des usines extrêmement complexes. Ce ne sont pas les usines d'il y a 50 ans. Elles se sont améliorées.
les gens qui, s'ils pouvaient rentrer dans une salle de contrôle d'une raffinerie, se sentiraient probablement sur un plateau de Star Trek, là, à tel point. Ouais, ça m'a impressionné, moi aussi. C'est de la haute technologie en termes d'ordinateurs, en termes de contrôle. Donc des usines et une industrie à très haute valeur ajoutée, très technique, et avec comme objectif essentiellement de répondre aux besoins de la population en demande énergétique. Une chose qui est importante dans ce que vous venez de décrire au niveau du baril puis du destillage, c'est qu'il y a plusieurs produits qui vont être justement extraits du baril de pétrole à une raffinerie, mais qui ne servent pas juste au transport. Ça va servir dans différentes industries aussi. Là, vous avez parlé de l'asphalte, mais dans l'industrie chimique, ils vont utiliser aussi beaucoup de produits qui viennent des raffineries, n'est-ce pas? Oui, en fait, là, vous soulevez un bon point. Il y a une industrie en particulier qui dépend essentiellement de façon très importante du raffinage, parce que pour eux, un produit qui va quitter la raffinerie va devenir pour eux un intrant de toute la base de l'industrie qu'on appelle pétrochimique. Donc, il faut faire une différence entre le secteur du raffinage ou de l'exploration qui est du secteur pétrolier, alors que la pétrochimie, elle, va prendre une certaine molécule d'une raffinerie pour faire des plastiques, des styrènes, du polythène, des matières qui ont besoin, comme matière première, soit du gaz naturel ou soit des composantes extraites d'une raffinerie. Donc, l'industrie pétrochimique a en grande partie besoin du raffinage, et on le voit dans le sud de l'Ontario, par exemple, où il y a encore 4 raffineries de pétrole, et également une industrie pétrochimique qui dépend beaucoup des entrées, des intrants provenant du raffinage. Ça fait quand les gens parlent d'éliminer les hydrocarbures, je pense pas qu'ils réalisent que ça élimine aussi toute une chaîne d'entreprises à ce niveau-là. Un des points aussi, puis que j'ai lu récemment, puis vous pourrez me corriger là, si vous avez l'information, j'ai lu aussi que l'industrie pharmaceutique, on avait environ 60% des médicaments qui étaient sur une base de molécules de pétrole. C'est immense, puis on sait qu'au niveau mondial, c'est des choses qui ont à se développer. Là. Ça fait que en réalité, la molécule en tant que telle est nécessaire dans notre vie de tous les jours. Ben, en fait, vous avez raison, puis vous auriez pu mentionner l'exemple de l'agriculture, par exemple, ce que serait l'agriculture sans les fertilisants, puis on le sait à quel point l'industrie pétrolière est importante pour la fabrication de fertilisants, et c'est ce qui nourrit la planète essentiellement. Sans fertilisants, on n'y arriverait pas. Donc, toute cette chaîne-là et ce besoin-là, il doit être considéré quand on regarde à long terme. Ce n'est pas juste l'essence qu'on met dans nos véhicules, c'est également toute la chaîne des produits pétrochimiques et de la pétrochimie également. C'est toute la chaîne du domaine agriculture également qui dépend de l'énergie fossile. Là, présentement, au Canada, il y a une mouvance politique là, puis un discours politique qui veut nous faire sortir de ça en étant... Pour moi, on est un pays qui s'est développé à cause des ressources, puis que les ressources sont très importantes. Au niveau de votre association, comment vous voyez ça, ce discours-là, présentement? Sur le présent, là, vraiment, comment est-ce dans le day-to-day que vous dealez avec ça? Ce qui est difficile vraiment, Mario, à concilier, c'est le discours politique d'une part et la réalité d'autre part. On le voit. On le sait, cette semaine, c'est la COP28 à Dubaï. Depuis les dizaines et les dizaines d'années que je suis dans l'industrie, des COP, j'en ai vu passer, j'ai participé à des COP et je me rappelle certaines plus célèbres que d'autres, comme Kyoto en 97, et à chaque fois, on a fait des promesses de réduire l'utilisation des produits pétroliers, et à chaque fois, ce que j'ai constaté, et ce que les chiffres démontrent clairement, c'est que la demande en pétrole n'a pas cessé d'augmenter. On arrive à la COP28 à Dubaï cette année. Je me rappelle de Paris, les engagements de Paris en 2015. Et là, à l'époque, Kyoto en 97, on était à peine à 70 millions de barils par jour de consommation. Et là, après toutes ces COP, on arrive à la COP 28 et là, on vient de dépasser le 100 millions de barils par jour de consommation. Qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça un jour? Et donc, et depuis toutes ces décennies-là,
on me dit toujours, oui, mais M. Montreuil, c'est le pic pétrolier, on va arrêter d'utiliser des produits pétroliers. Et ça fait 20 ans, 30 ans qu'on me dit que c'est le pic pétrolier, Mario, et à chaque fois, ce que je constate, si les gens, de façon froidement regarder les chiffres, verraient que la consommation et la demande en produits pétroliers ne va pas en diminuant, va en augmentant. Donc, tous les discours qu'on entend, c'est bien beau, et à un moment donné, on ne veut même plus participer à la discussion, parce que c'est comme quelqu'un qui veut prédire la température, puis on lui dit, écoute, regarde par la fenêtre le temps qu'il fait dehors avant de prédire la température, parce que tu es vraiment dans le champ gauche. Et donc, c'est un peu à quoi on assiste présentement. La réalité rattrape toujours ces prédictions-là, et on est loin du compte en termes de réduction d'utilisation de produits pétroliers. Tout à fait. Puis je pense que souvent, dans le discours, ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a 2,5 milliards de personnes, un petit peu plus que 3 milliards si on compte l'Afrique, qui veulent avoir le même train de vie que nous autres, puis on ne peut pas leur refuser ce développement-là. L'Inde, la Chine, l'Afrique ont le droit d'avoir une qualité de vie aussi. Puis peu importe qu'est-ce qu'on dit, il n'y a pas d'énergie de remplacement présentement. Ça n'existe pas. Ben, c'est également une question de coût. Si on veut, il y a plus d'1,5 milliard, 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas encore accès à de l'électricité comme nous on connaît, qui n'ont pas accès à l'eau potable comme nous on connaît. Si on aider ces gens-là, ce n'est pas en leur imposant des formes d'énergie plus dispendieuses. Non. Si on veut sortir ces gens-là le plus rapidement possible des situations difficiles dans lesquelles ils sont, c'est de leur offrir le plus rapidement possible de l'énergie abordable. Alors que ce qu'on constate présentement avec les formes de renouvelables qu'on nous propose, ce sont des formes d'énergie qui sont encore très dispendieuses, que nous, les pays riches, pouvons nous permettre d'utiliser à grands frais, je dirais, mais on le fait quand même parce qu'on a une certaine richesse et cette richesse-là nous permet d'investir dans ces formes d'énergie nouvelles-là, mais de demander à ces pays qui sont encore en voie de développement de ne pas avoir accès à une énergie peu chère, c'est absolument ridicule. Non, puis moi, personnellement, je qualifierais même ça d'hypocrite. Quand on regarde, moi, il y a une des choses que je comprends pas, c'est qu'avec la qualité des travailleurs qu'on a au Canada, les méthodes qu'on a développées ici, puis là, je parle de mon secteur upstream au niveau de la production, mais je sais que c'est la même chose au niveau du raffinage et du transport. On devrait avoir une fierté de pouvoir aider ces gens-là, autant du niveau du gaz naturel que du pétrole qu'on est capable de faire, et non pas se faire donner un discours continuel qu'on est terrible puis qu'on détruit la planète. Ça, c'est mon point de vue personnel. Là, la situation est là, mais on va s'en aller dans une direction, OK? Vous venez de parler du pic pétrolier, que moi non plus, je ne pense pas qu'il va arriver. Un des buts que j'ai avec mon podcast, c'est d'attirer des jeunes, des nouveaux membres, des nouveaux membres en parlant des nouveaux travailleurs dans notre domaine à s'intéresser, autant au niveau de l'ingénierie qu'au niveau, parce que je crois beaucoup que la vraie solution au niveau mondial pour les gens qui s'inquiètent du réchauffement climatique et des changements du climat va arriver avec la technique et non pas avec la réduction de la consommation comme qu'il y en a qui le croient. C'est quoi le futur présentement que vous voyez au niveau du pétrole puis du gaz au Canada, au niveau du raffinage, puis dans quelle direction que ça s'en va? Ben, en fait, c'est la question importante de savoir si on regarde 2050, d'un côté, on a les gens qui pensent qu'on atteindra le net zéro. Et donc, pour atteindre le net zéro, on le sait, vous le disiez, Mario, c'est pas par une baisse de la demande que ça va arriver par une baisse des émissions. Donc, pour baisser les émissions, il y a une partie de ces émissions-là. Oui, il y aura de la technologie qui va faire en sorte qu'on émet moins, mais il y aura certainement une technologie qui va faire en sorte qu'on va capturer ces émissions-là. On va les extraire, on va être capable de les capturer, peut-être de réutiliser ce CO2-là, peut-être de le séquestrer, peut-être de l'enfouir, mais il y aura certainement des technologies qui sont pas à point aujourd'hui et il y aura des avancées technologiques qui vont faire en sorte qu'on pourra stabiliser nos émissions au niveau planétaire. Du moins, il faut le souhaiter. Si c'est pas le cas, il y aura, on le sait déjà, on le voit déjà, c'est déjà dans toutes les discussions, une période de comment on va s'adapter effectivement si, comme on le prétend, beaucoup de CO2 qui est dans l'atmosphère, le CO2 qui est là, il est là pour les 100 prochaines années.
Donc, même si on arrêtait aujourd'hui d'utiliser toute forme de pétrole et de gaz et d'énergie fossile, le CO2 qu'on a émis depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, il est là. Donc, lui, il disparaîtra pas. Donc, comment on va faire? Puis on sait qu'il y a des entreprises, même québécoises, qui sont dans le domaine de la capture présentement, puis qui veulent pousser la technologie de la capture. Ce sera une voie. Donc ça, il y aura besoin des cerveaux, on aura besoin des bras, on a besoin des penseurs, on a besoin des ingénieurs, des techniciens, des technologues qui vont aller dans ce domaine-là. Donc tout ça ramène à votre point de départ. Si le pic pétrolier n'arrive pas et que la demande en produits pétroliers est pour perdurer, donc on aura encore besoin de raffineries, on aura besoin encore de gens pour faire fonctionner cette industrie-là. Donc, moi, je prétends qu'il y a un avenir très prometteur pour des jeunes qui voudraient étudier dans ce secteur-là et faire en sorte que le secteur devienne de plus en plus efficace en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Puis, je ne sais pas si vous avez des gens dans votre association qui travaillent déjà là-dessus, mais je lis beaucoup sur le reverse cracking présentement, puis justement, vous parliez de capturer le CO2, mais d'utiliser ce carbone-là, puis de recréer des longues chaînes avec de l'hydrogène. Avez-vous des gens qui travaillent sur ces solutions-là présentement? Absolument. On a parlé, par exemple, de gaz ou de produits synthétiques, c'est-à-dire de recombiner les molécules pour en faire des produits plus verts par l'utilisation d'hydrogène vert. Donc, il y aura des avancées dans ce sens-là. Mais comme on dit en anglais, il y en a pas de lunch gratuit. Tout ça, pour l'instant, coûte très, très cher. On le sait, si l'hydrogène était disponible librement dans l'univers, on pourrait utiliser ce produit-là et en faire une énergie peu chère. Malheureusement, l'hydrogène, il faut la produire. Et dépendant d'où vient votre électricité pour la produire ou comment vous la produisez, votre hydrogène, ça peut coûter très cher. Donc, je pense que c'est une leçon importante, certainement de mon expérience au fil des décennies, c'est que des solutions miracles sans coût et sans impact, il n'y en a pas. Peu importe l'option qu'on choisit, il y a un risque, il y a une contrepartie, il y a une balance, il y a un équilibre à trouver. Et toutes les formes d'énergie sont des compromis. Et trouver ce compromis-là pour faire en sorte que nos citoyens puissent se vêtir, se chauffer, se nourrir au moindre coût possible, c'est l'objectif visé. Ça, c'est excellent. Ça veut dire, puis je suis content d'entendre des choses comme ça parce que ça veut dire qu'il y a un brillant avenir pour des gens à s'en aller dans ce domaine-là, à aller étudier l'ingénierie et à développer des nouvelles méthodes pour pouvoir apporter une énergie. Parce que, vous l'avez dit au début, une des choses qui est importante, c'est oui, avoir de l'énergie, mais une énergie qui est abordable, que les gens peuvent se payer. Puis, c'est la seule façon qu'on peut développer la collectivité, puis qu'on va pouvoir développer aussi le restant de la planète. Ouais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les grands cycles de changement de forme d'énergie, on peut reprendre la préhistoire, puis on savait ce que les gens faisaient, ils brûlaient du bois. Bon. Ouais. Et on est passé éventuellement du bois à autre chose, au charbon, éventuellement au pétrole, éventuellement au gaz naturel, éventuellement. Donc, tout ça pour dire que dans ce cycle-là, ce qu'on remarque, ce sont des cycles qui se produisent sur des décennies, des décennies et des décennies, et je suis pas celui qui va faire croire à personne qu'un jour, on n'aura pas une forme d'énergie plus efficace que celle, et plus dense, et plus transportable que celle de l'énergie liquide que l'on a avec les produits pétroliers présentement. Certainement. Mais ces cycles-là, ces transformations-là se produisent sur des décennies et de tenter de vouloir pousser la science et de dire, moi, politiquement, je veux que tout ça soit réglé en 2030, 40 ou 50, c'est la recette parfaite pour un désastre économique ou, comme on assiste maintenant, à une explosion des coûts pour les consommateurs. On le voit là, les pays en Europe qui ont poussé plus l'éolien, comme le Danemark, comme l'Allemagne, ils ont des coûts de kilowattheure qui approchent le 40-50 sous le kilowattheure. Oui, c'est fou, c'est fou. Et ça, on n'en parle pas de cette situation-là, que la contrepartie, quand on pousse la technologie au moment où ce n'est pas encore prêt, ça amène malheureusement des coûts importants pour les consommateurs. Oui, comme vous le disiez, au niveau des coûts, c'est une des choses qui est vraiment le plus important. Puis là, vous avez apporté un point qu'il y a quelques semaines,
le temps que ça prend aux gens à s'adapter. J'ai M. Marcel Lacroix, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui est venu il y a quelques semaines, je pense que c'était au podcast numéro 5. C'est un spécialiste en énergie nucléaire. Puis, il m'avait apporté un point qu'on ne réalise pas tout le temps, mais comment ça prend de temps aux gens à adopter de nouvelles formes d'énergie. Puis, il me parlait, les hydrocarbures, on a découvert ça au 1870 environ, donc on a amené ça commercial, mais ça a pris jusqu'aux années 50 avant que ce soit vraiment à grande utilité dans les voitures, un peu partout. On parle de 80 ans. Puis là, ça va prendre autant de temps que ça. Puis lui, c'était un des points qu'il apportait, c'est que malgré le fait de tous les beaux discours, avant de pouvoir faire ces transitions-là, il va falloir prendre le temps de développer des énergies qui vont être alternatives, parce que l'énergie solaire est là, mais la nuit, on n'en a pas beaucoup. On a un problème avec ça. La plupart des autres énergies sont intermittentes. Vous parlez de l'éolien. L'éolien, c'est bien, à ça, ils ont des accumulateurs, mais c'est des énergies qui sont dispendieuses. Puis même rendu au niveau où on est là, je regarde le prix du gaz naturel en Europe par rapport à ce qu'on a ici. On est très chanceux d'avoir accès à toutes ces formes d'énergie-là ici à bon coût. Il y a plein d'endroits dans le monde où ils commencent à avoir des difficultés. Vous savez, Mario, la réalité économique finit toujours par rattraper ce que j'appelle les pelleteux de nuages. Éventuellement, on le voit là, dans les derniers mois, dans l'éolien et dans le solaire, ce sont des compagnies majeures là, qui ferment des grandes divisions parce qu'ils ne font pas leurs frais. Là. Parce que simplement, on a vu Siemens il y a quelques semaines à peine. Ouais. Siemens, c'est pas le dernier venu. Là. Donc, ils ferment des divisions au complet parce que c'est juste trop coûteux. Et à la fin, ces compagnies-là ont des actionnaires. Ils doivent rendre compte à leurs actionnaires. Donc, j'aime dire que la réalité économique rattrape à la fin tout le monde. On le voit avec les subventions aux autos électriques, par exemple. De penser qu'on va être capable de continuellement donner 7, 8, 10, 12 000 $ par véhicule pour des gens qui achètent une auto qui, à la fin, va continuer à congestionner nos ponts et nos routes, n'apporte à peu près pas de gain en termes de coût-bénéfice, et de penser qu'on aura les moyens de continuer à subventionner à des taux de 7, 8, 10, 12 000 $ par unité, ça défie l'entendement. Et donc, la réalité économique va rattraper ces décisions-là, et les gens, malheureusement, devront reculer sur beaucoup de ces politiques-là parce que on n'aura pas les moyens de se les payer. Non, tout à fait. Puis, au niveau de la voiture électrique, je trouve que c'est un mode de transport qui est vraiment formidable. Je l'ai essayé, je n'ai pas personnellement. J'ai un camion de par mon travail. Mais pour moi, la vraie voiture verte, c'est la voiture qui a déjà été produite, puis que tu recycles. Ça peut être ta Civic 2005 que tu continues à entretenir parce que la voiture a déjà été produite, le coût environnemental a déjà été absorbé. Puis aller t'acheter une voiture neuve électrique quand tu as une voiture qui est complètement qui fait encore l'affaire, à mon point de vue, c'est ridicule parce que ton empreinte environnementale avec ta nouvelle voiture va être beaucoup plus élevée que de continuer à utiliser la voiture que tu as présentement. Et puis, je suis le premier à dire, Mario, que c'est probablement celle que tu n'achètes pas et qu'à la place, tu vas prendre un transport en commun. Donc, ouais. Pierre-Olivier Pinault des HEC aime le rappeler à tout le monde, puis je suis d'accord avec Pierre-Olivier, le professeur des HEC, quand il dit que le problème qu'on a, c'est un problème de demande. C'est pas un problème d'offre. Donc, c'est un problème de demande. Tant qu'on ne sera pas capable de gérer de façon plus efficace la demande qui n'arrête pas d'augmenter, on n'en sort pas. Ouais. Puis il y a une des réalités aussi qu'on a, là, qu'il faut que les gens, puis surtout les décideurs, comprennent. Je viens de la Gaspésie. La majorité de ma famille travaille en forêt ou sur l'eau. Des hydrocarbures, si on n'avait pas, nous autres, là, je vois pas comment on pourrait continuer à occuper le territoire. C'est des distances qui sont immenses. Je me souviens, souvent dans la journée, pour aller travailler en forêt, on va faire un 300 km. C'est avec zéro accès à de l'électricité. Là, c'est la même chose en Abitibi, c'est la même chose sur la Côte-Nord. Si on veut extraire nos ressources naturelles, il faut avoir un discours qui est cohérent. Puis il faut arrêter aussi de culpabiliser les gens qui utilisent ces ressources-là.
Ouais. Et je dirais dans l'histoire de la science, de la technologie et des avancées technologiques, peu importe les domaines, que ce soit les téléphones, que ce soit l'énergie, les transitions ont fonctionné quand on a pu offrir autant, sinon plus, pour le même coût aux consommateurs ou aux citoyens. De penser que vous allez offrir moins en termes de flexibilité, en termes, comme vous le disiez, en termes de distance à conduire, en termes de flexibilité, et pour un coût, on le sait, les autos électriques coûtent très cher. C'est comme ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et on le voit, là, les deuxièmes acheteurs, après la première vague, beaucoup de premiers acheteurs retournent aux véhicules à combustion interne parce Oui. que les désavantages pour eux sont trop importants. Tout à fait, tout à fait. Puis on l'a vu dans le développement de ces choses-là, ici, comme le téléphone cellulaire. La plupart des gens que je connais ont plus de téléphone à la maison. Pourquoi? Parce que c'est plus convenient d'avoir le téléphone comme ça, mais que ça apporte beaucoup plus de choses pour le coût qu'on avait avant, simplement avec le téléphone filaire. Puis il va falloir que ça se développe de cette façon-là aussi au niveau des transports. Je suis d'accord aussi avec le transport en commun, mais encore une fois, c'est bon pour les villes. Comme Québec, Montréal, Sherbrooke, ces places-là. Mais quand tu arrives en région, ça devient encore difficile. Ça fait, pour moi, là, c'est une des choses qui est bien importante, que les gens comprennent que la transition, oui, la transition en s'appuyant sur la technique puis les avancées technologiques, oui, mais ne pas sacrifier aucune forme d'énergie. Ça prend le mix total pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Puis je pense qu'il y a personne qui remet en question que les énergies renouvelables sont appelées à jouer un rôle important et prendre un pourcentage de part de marché important dans l'avenir. Le problème, c'est que les gens oublient parfois, c'est que la grosseur de la tarte énergétique, au même moment, continue à croître. Donc, avec comme conséquence que moi, le mot transition me chicote un peu, parce qu'à date, ce que je regarde, il n'y a pas de transition, là. Ce que je vois, c'est une addition. Donc, parlez-moi d'une addition énergétique parce que, au minimum pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que toutes ces formes d'énergie renouvelable-là viennent compenser pour la croissance de la demande mondiale. Et donc, le pétrole ne change à peu près pas, continue à augmenter. Le charbon ne change à peu près pas, continue à augmenter, malgré le fait que les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante. Donc, on le sait que l'énergie renouvelable va avoir une place beaucoup plus importante en 2030, 40, 50. Mais au même moment, la demande énergétique aura cru pour l'ensemble de la planète. Ce qui fait que les autres formes d'énergie seront encore très présentes, comme le pétrole, comme le charbon, comme le gaz naturel. Oui, puis une industrie comme qu'on a ici avec le pétrole puis le gaz, quand on arrive dans le upstream comme nous autres, c'est un peu moins rapport avec ce que vous faites, mais on a les capacités de forage, puis des choses qu'on s'intéresse, nous autres, c'est la géothermie. Comme ici au Québec, on a des gradients qui sont peu élevés, mais on peut avoir de géothermie de chauffage ici au Québec. C'est sûr qu'on ne peut pas produire d'électricité parce que la température n'est pas là, mais on peut quand même avoir du chauffage de district. Puis ça, là, je suis un fervent défenseur de la bonne énergie à la bonne place. Je dirais jamais rien contre l'éolien, contre le solaire, contre toutes les formes d'énergie. Le plus d'énergie qu'on a, le mieux que c'est pour notre vie. Là, on a parlé un petit peu du futur, les choses qui s'en viennent, puis la tarte qui grandit. Réalistiquement, comment voyez-vous le Canada là, dans les 15-20 prochaines années? Dans quelle direction que ça s'en va? Oui, mais il faut le rappeler, puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, le Canada est une puissance énergétique au même titre que l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis. Le Canada est dans le top 4, top 5 tout le temps, autant du côté du gaz naturel. Et ça, c'est une richesse. Beaucoup de pays nous envient. Beaucoup de pays aimeraient avoir cette richesse-là. Donc, le défi, c'est comment l'exploiter judicieusement, comment l'exploiter respectueusement, comment trouver une façon de concilier nos objectifs environnementaux avec le développement économique de notre pays, avec cette richesse-là qui va profiter à l'ensemble de la planète. Ceci étant dit, il faut le rappeler, malgré le fait qu'on soit une puissance importante, le Canada, quand on regarde les émissions mondiales, vous le savez, le Canada, c'est à peu près 2%. Donc, on est relativement un petit joueur
Mais là, les gens, souvent, les critiques vont me dire, oui, mais M. Montreuil, vous savez, là, les émissions par capita au Canada, ça reste important. Oui, mais la planète se fout pas mal des émissions par capita. Tout ce qui compte pour la planète, c'est les émissions, point. Il reste le Canada, il reste le Québec. On est des joueurs minuscules dans le défi de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, on est moins de 2%. Et j'aime le rappeler, on prend le Québec, par exemple, avec ses 80 mégatonnes. Ben, la Chine émet en 3 jours, ce que le Québec émet en termes annuels. Par année. Donc, et pendant ce temps-là, la Chine continue à développer le charbon, ce qui est une aberration. Si on pouvait les aider à au moins aller vers une forme d'énergie fossile moins polluante, comme le pétrole ou le gaz. Donc, les chiffres de l'an passé, Mario, montrent que, en termes de charbon, la Chine a développé l'équivalent de un Hydro-Québec en charbon. Et l'année qui vient, un autre Hydro-Québec. Il faut le dire, c'est sur un an. Juste en fossile. Juste en charbon fossile, la Chine a développé l'équivalent de un Hydro-Québec dans une année. Donc, si on était vraiment sérieux pour attaquer ce dossier-là, on voudrait focusser sur l'enjeu de comment diminuer l'utilisation du charbon dans les pays qui n'ont pas d'autre choix, l'utilisent encore aujourd'hui. Et c'est là qu'on doit mettre toute notre puissance économique pour aider. Bon, on le sait, il y a des raisons politiques pour lesquelles on le fait pas. C'est pas facile de collaborer avec et de penser qu'on prendrait une partie de nos ressources financières pour aider des pays en voie de développement à ne pas utiliser le charbon. C'est ça l'enjeu. À la fin, c'est comment mieux dépenser chaque dollar qu'on veut mettre dans l'enjeu des changements climatiques. Comment on pourrait mieux dépenser chacun de ces dollars? Mais sans mettre d'argent d'avant, je pense qu'une des solutions serait de mettre accessibles nos ressources énergétiques pour ces pays-là, pour leur donner un coup de main. Puis j'ai vu il y a 3 semaines de ça, Moody's en Inde a annoncé une augmentation de 70% de la production du charbon. Ça fait qu'avec la Chine, puis on le sait, là, en Inde, ils n'ont pas de ressources pétrole ni de gaz, mais ils ont du charbon à profusion. Puis eux, ils veulent se développer aussi. Là. On sait que ça va aller de l'avant avec ça. Au niveau du Québec, présentement, on a des ressources qui sont... Puis le gouvernement a décidé de fermer la porte à ce développement-là, des ressources qui sont dans le sol. Pensez-vous qu'éventuellement, ça va... Il pourrait y avoir un changement où vous pensez que c'est avec qu'est-ce que vous connaissez de la mentalité du Québec que c'est fini pour toujours? Ben, on le sait qu'à la fin, vous le savez autant que moi, Mario, c'est décision politique. Donc, quand on parle de décision politique, on dit que la politique, c'est l'art du possible. Donc, les politiciens sont sensibles à l'acceptabilité sociale. Et donc, tout le débat que vous soulevez avec votre question, c'est le débat de création de richesse versus dépense de la richesse. On le sait, ce débat-là a été épuisé ad nauseam et on n'arrive pas à s'entendre là-dessus que si on veut avoir une richesse à dépenser, il faut d'abord la créer. On a été choyés, bénis des dieux, avec l'hydroélectricité au Québec. Tant mieux. Merci René Lévesque. On a développé cette richesse-là et c'est notre fierté aujourd'hui et c'est important. On a sous notre sol, vous le savez Mario, des richesses également en gaz naturel et en pétrole qu'on a choisi, pour des raisons politiques et d'acceptabilité sociale, de ne pas les développer. Moi, je trouve ça malheureux. Je trouve que le potentiel est là. On aurait pu faire comme plusieurs États américains, puis les provinces de l'Ouest ou de l'Atlantique, et aider, il faut le rappeler, là, tout le pétrole qu'on consomme au Québec, la moitié du bilan énergétique québécois, aussi important qu'Hydro-Québec, c'est l'utilisation de produits pétroliers pour le transport. La moitié. C'est justement là-dessus que je voulais vous apporter, parce que le chiffre que vous apportez là, puis c'est pas porté à diminuer non plus. C'est la moitié de notre énergie qu'on consomme au Québec vient du pétrole et du gaz. Et on n'en produit pas, donc on l'importe. Donc on dépense 14, 15, 16, 17, 18 milliards de dollars à chaque année. Et ça, effectivement, si on en avait produit et si on en produisait au Québec, ça viendrait de autant plus d'aider notre situation économique et de le faire
de façon, on aurait appris, comme on dit, on aurait appris à marcher avant de courir, on l'aurait fait respectueusement, on aurait fait des tests pour tenter l'exploitation à petite échelle initialement et s'assurer, comme c'est fait ailleurs dans le monde, qu'on peut le faire dans le respect de toutes les règles environnementales. Une des choses qui me désole présentement, c'est qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir de discours ou de débattre à ce niveau-là. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui font énormément d'argent avec le discours environnemental présentement, pas pour les bonnes raisons. Puis ça, je trouve ça triste, mais on parle rarement des avantages aussi d'avoir plus de CO2 dans l'air. C'est sûr qu'au niveau des changements de température, puis il y a des modèles qui ont été établis, mais il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire de la planète, on a déjà eu des niveaux de CO2 beaucoup plus élevés qu'on a là. Les gens vont dire, oui, mais là, c'est très rapide. Oui, mais aussi, ça a un impact au niveau des plantes qui sont capables de mieux respirer grâce à ce CO2-là. Il ne faut pas non plus tout voir noir dans ce domaine-là. Si vous aviez, M. Montreuil, Carole, je vous élis là, présentement premier ministre de la planète, puis je vous dis, il faut régler ce problème-là au niveau de la réduction, puis d'amener à avoir un bilan positif pour la majorité. Dans quelle orientation vous donneriez là, présentement là, à tout ce débat-là? Ouais, de loin, il y a le court terme et le long terme. Appelons le court terme les 20 prochaines années, par exemple, là, et après, voyons ce qui arrivera après 2050. Mais le court terme, certainement jusqu'en 2040, 2050, si on veut atteindre une certaine forme de succès sur la question des changements climatiques, ça passe immanquablement par une collaboration accrue entre les pays avec une forme d'organisation qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que ce sera l'ONU ou autre chose pour amener autour de la même table, on le disait tantôt, les pays en voie de développement qui ont besoin d'énergie et qui malheureusement pour l'instant se rabattent sur le charbon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour globalement, en pensant de façon planétaire et pas juste à nos intérêts économiques, c'est de tenter ce rapprochement-là. C'est un vœu pieux, c'est un défi immense, parce qu'à date, depuis le début de l'enjeu des changements climatiques dans les années 80-90, beaucoup, quand on se met à parler de cette proposition-là, disent, mais ce n'est qu'un transfert de richesse de pays riches à pays pauvres. Et donc, on rentre dans les guerres politiques et malheureusement, le débat n'avance pas. Donc, comment arriver à faire travailler ensemble tous les pays de la planète pour dire, ben, l'objectif commun, c'est le prochain dollar, le prochain 1000 $, le prochain milliard de dollars, comment on peut mieux le dépenser pour que la planète en profite au maximum. Et ça, ce débat-là n'a pas lieu. Avec comme conséquence, les gens se lancent dans plein de directions où les ressources, nos capitaux ne sont pas utilisés de façon efficace. Donc, ça veut dire que c'est un appauvrissement global. Au lieu d'augmenter notre richesse collective, on s'appauvrit en courant après des solutions court terme qui ne nous amèneront pas à l'objectif recherché. Là, je pense que vous avez, et puis quand vous m'expliquez ça, là, ce que je vois, la transition qu'on doit avoir présentement, c'est pas une transition énergétique, c'est une transition du politique vers le technique et le réaliste. On doit sortir le politique de cette équation-là pour amener des gens qui peuvent avoir une vraie impact. Parce que ce que vous venez de dire là, ça me rappelle le discours de Björn Lundberg, vraiment sur l'utilisation, maximiser l'utilisation du dollar dans le futur. Absolument. Et ce que Lundberg écrit est très judicieux. J'encourage les gens, vos auditeurs, à lire ce que le consensus de Copenhague avec Björn Lundberg à sa tête publie comme document. C'est très judicieux. Et quand on regarde froidement l'analyse au niveau des enjeux planétaires auxquels on fait face, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à accepter que l'enjeu des changements climatiques est peut-être même pas dans le top 5 des enjeux importants pour l'humanité présentement. Quand vous mentionnez quelque chose comme ça, on vous traite d'hérétique pour dire non, il peut pas avoir autre chose parce qu'on a élevé la question des changements climatiques en religion.
Donc, en religion, il y a des dogmes. Dans les dogmes, tu ne peux pas challenger les dogmes. Et là, la discussion tourne en rond et on n'arrive à rien. Et malheureusement, la question de ce qui rendrait la race humaine meilleure sur la planète, en meilleur état, quand on regarde les mots MAUX auxquels on fait face, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux aussi importants, sinon plus importants que les changements climatiques auxquels on doit faire face. Et ça, Lomborg le dit très bien dans tous les écrits et les études qui sont faits au niveau du consensus de Prague, du consensus de Copenhague. Copenhague. C'est vraiment, c'est un courant de pensée, puis avec des gens comme vous, des gens comme lui, puis c'est ce genre d'informations-là que j'essaye d'apporter dans mes podcasts. Puis là, vous venez de mettre le doigt sur un bobo aussi du fait que c'est devenu une religion. Le mouvement environnemental est devenu une religion où ça devrait être une question technique et de solution. Le dogme réussira jamais à régler aucun des problèmes. Puis on le voit là, dans les différentes guerres qu'il y a présentement, là, c'est quand on regarde Israël avec la Palestine, c'est principalement une guerre de religion. Les gens, chacun de leur côté, ont leurs croyances. Puis à ce moment-là, ça devient très, très, très difficile de pouvoir discuter un avec l'autre. C'est ce qu'il faut éviter dans le développement qu'on va faire présentement. Pouvez-vous nous parler un petit peu au niveau de l'association du développement de l'hydrogène comme forme d'énergie pour le futur? Ouais, c'est une excellente question, Mario. Puis les gens l'oublient parfois, mais au moment où on se parle au Canada, là, les plus grands producteurs d'hydrogène du Canada, ce sont les raffineries. Les gens l'oublient, mais nous, l'hydrogène, on connaît ça. Nos raffineries en produisent depuis très longtemps. Donc là, on le sait, l'hydrogène est un vecteur pour transporter l'énergie très porteur. Principalement pour le camion lourd, parce qu'on le sait, la question des batteries dans le camionnage lourd ne fonctionnera jamais. Des camions, c'est pas fait pour transporter des batteries, c'est fait pour transporter de la marchandise. Donc, l'hydrogène est un vecteur important. L'industrie pétrolière s'y connaît beaucoup en hydrogène, mais il y a également d'autres façons de faire de l'hydrogène, par exemple avec l'électricité. Donc, c'est une voie très porteuse et nous, je vous assure que l'industrie sera aux premières loges en termes de production d'hydrogène pour les années à venir. Parfait. Puis on sait aussi présentement, puis vu que vous apportez ça, au niveau des coûts, l'hydrogène, produire de l'hydrogène avec l'électricité, les coûts sont quand même assez élevés présentement. Tandis que quand on parle d'hydrogène produite dans les raffineries, les coûts sont beaucoup plus abordables. Avec la séquestration du carbone et la captation du carbone, je pense que ça peut être une solution vraiment du futur au niveau du raffinage. Ouais, c'est pour ça qu'on parle on utilise l'expression de l'hydrogène de toutes sortes de couleurs. L'hydrogène vert à partir de l'électricité, l'hydrogène bleu produit à partir du gaz naturel, l'hydrogène grise produit à partir des produits pétroliers. Donc, la question, c'est que chacune de ces formes-là, la façon qu'elle est gérée, a des plus et des moins, des coûts qui sont différents également. Donc, tout ça doit faire partie du débat. Si on décide que le vecteur hydrogène sera une solution importante pour l'avenir, il faudra regarder toutes ces solutions-là. Carole, j'aimerais ça vous garder avec moi là, plusieurs heures encore, mais je veux vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce qui devrait être le plus important présentement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur? Ouais, mais en fait, moi j'ai confiance au bon sens, comme on dit. Je ne veux pas utiliser l'expression de Pierre Poilievre, c'est sûr, mais je pense que les gens de la rue vont de plus en plus s'impliquer à mesure que les gens vont comprendre les conséquences sur leur portefeuille, sur leur vie de tous les jours, de ces différents enjeux-là. Donc tout ça passe par, je pense, une meilleure éducation. Pour informer les gens, pour discuter, pour débattre. C'est très difficile, si on ouvre une parenthèse, de débattre respectueusement aujourd'hui avec ce que sont devenus ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est très, très difficile d'avoir des plateformes où on peut échanger des idées, discuter des idées sans être dans un mode d'accusation. Donc, ma confiance, moi, c'est j'espère que pour l'avenir, on arrivera à atteindre ce niveau d'éducation-là où on peut informer les gens, discuter, parler des enjeux, faire des choix. Et parce qu'à la fin, c'est ce que les policiers vont écouter. Donc, moi, je crois au mouvement citoyen. Je crois à un mouvement citoyen informé. Et ça passe par l'engagement également. Donc, les gens doivent également jouer le rôle de vouloir s'informer, apprendre, rester l'esprit ouvert pour débattre de ces idées-là.
À l'association, est-ce que vous avez des initiatives comme ça? Malheureusement, non. On tente, évidemment, par des podcasts, on tente par des documents, de tenter d'expliquer la vision qu'on a, nous, pour 2050, comment encore beaucoup de formes d'énergie vont devoir cohabiter ensemble, de faire respectueusement. Mais c'est très difficile quand on fait face à une frange d'opposants où la seule solution, c'est d'éliminer le pétrole. Donc, si Ouais. vous partez d'un point de vue tout ce qui compte, c'est d'éliminer le pétrole. Donc, c'est très difficile de trouver une plateforme, un terrain d'entente où on peut discuter des choix. On l'a dit tantôt, tout est une question de compromis, de choix, de gestion de risque, de solutions parfaites qui n'existent pas. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour atterrir sur un terrain de jeu qui va satisfaire au mieux le bien-être de nos citoyens dans les provinces et au Canada? Et ça, pour faire ça, c'est pas facile aujourd'hui dans le climat dans lequel les négociations se déroulent. Non, puis avec les médias aussi, les médias n'aident vraiment pas là-dedans parce que les médias avaient tout intérêt à parler à des gens comme vous. Vous avez un discours qui est sensé, qui est réaliste, puis aussi un discours de technicien qui comprend la réalité du marché, vous êtes dans une association là, qui est vraiment spécialisée là-dedans. Certains gens vont dire ben, c'est parce que c'est l'association du pétrole, là, mais c'est pas ça, c'est que vous avez un discours puis une réalité des choses qui s'en viennent. Puis je pense que les médias aussi devraient avoir, au Québec, devraient faire une introspection, puis regarder un petit peu, ils ont beaucoup à faire là-dedans pour rapporter. Il faudrait que ça redevienne des médias d'information et permettre aussi le débat public. Puis probablement, je me trompe peut-être, mais s'ils permettaient d'avoir des débats réels, probablement que les gens les suivraient un petit peu plus, puis qu'il y aurait moins de difficultés à se financer. Ouais. Mais en fait, ça se résume simplement à, si je parle en termes de sciences, puis de mathématiques, puis d'ingénieurs, c'est une équation très simple. D'un côté de l'équation, on a tous les torts qu'on accuse l'industrie et tous les désavantages et tout. Mais à quelque part, si on va avoir une discussion raisonnée, est-ce qu'on peut de l'autre côté de l'équation mettre tous les avantages et tous les bienfaits, le niveau de vie qu'on a aujourd'hui en Occident, tout ce que l'énergie à bas coût nous a amené. Et donc, à quelque part, ça ne peut pas être une équation où il y a juste une partie des variables d'un côté qui ne sont que négatives et que les variables positives, on les occulte, on n'en parle pas. Et donc, effectivement, il y a eu des risques et il y a eu des conséquences à se développer avec le pétrole, le charbon et le gaz depuis 100 ans. Mais, OK, quels ont été les avantages? Qu'est-ce que ça a fait de nous comme société aujourd'hui en termes d'espérance de vie, de qualité de vie? Et donc, ça, on ne parle pas des deux côtés de l'équation et ça, c'est malheureux. Oui, puis c'est là, nous ramener à l'âge de pierre, ben, va avoir une incidence sur ce que vous venez de dire, l'espérance de vie, la création de tout ce qu'on a vu au point de vue médical. Au point de vue médical, dernière pandémie, si on n'avait pas eu accès au plastique, ça aurait été catastrophique. Puis on le voit à différents niveaux. Puis l'espérance de vie, comme vous le dites, on est passé d'une espérance de vie de 45-50 ans à plus de 80 ans dans cette période-là. Puis c'est directement relié à avoir accès à l'énergie comme qu'on le connaît aujourd'hui, qu'est le pétrole puis le gaz. Il n'y a aucune autre variable plus importante que l'énergie. Oui, puis peut-être de moindre importance, mais s'il y a encore des baleines, des sperm whales, puis des baleines à bosse, c'est à cause du développement du pétrole aussi. Parce que sans ça, ces espèces-là seraient éteintes. Ils auraient été chassés jusqu'aux dernières. Absolument. Ça fait que ramener les côtés positifs sont importants. Très, très, très importants. Puis expliquer aussi, je pense, aux gens, pas juste la réalité des transports énergétiques, mais au niveau de l'environnement, le carbone a une importance certaine parce que les gens voient ça aussi souvent comme le diable, là, le CO2 qui est émis, puis c'est seulement le réchauffement climatique, mais les plantes se nourrissent de cette matière-là. Absolument. Puis on le voit aussi, il y a des gens ici, des serres de Mers, qui achètent du CO2 pour pouvoir faire pousser les tomates plus rapidement. Ça fait une augmentation aussi du CO2 dans l'air si dépendamment de l'impact que ça va avoir sur le climat, pourrait avoir des grands bénéfices aussi au niveau de la culture.
Mais il faut quand même mitiger toutes ces choses-là. Monsieur Montreuil, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ce fut très, très, très intéressant. Carole, merci. C'est un plaisir, Mario. Merci beaucoup à vous. Ceci conclut cet épisode de Mario Explore. Monsieur Montreuil, merci énormément pour toutes les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. Je pense que ça va éclairer beaucoup de monde. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager sur les différentes plateformes où vous écoutez notre podcast présentement. Puis, allez sur marioexplore.ca pour vous inscrire à notre infolette. Comme ça, vous allez être au courant de tout ce que c'est qui va se passer. Vous allez aussi pouvoir nous suivre sur les différents médias sociaux. Merci et à la prochaine.